Bonjour à tous, c'est l'heure des chroniques d'Henri Akodo, soyez les bienvenus. Il n'est peut-être pas l'inventeur du catenaccio, mais sa maîtrise de la tactique ultra-défensive a influencé plusieurs coachs, notamment José Mourinho ou encore Diego Simeone. Surnommé le sorcier, Heleno Herrera peut se targuer d'être l'un des plus grands entraîneurs stars du football. Mais avant d'évoquer ses succès, notamment avec le Grand Inter de Milan, question habituelle dans cette chronique, Henri, qui était Heleno Herrera? Heleno Herrera, Christophe, était un grand entraîneur d'origine argentine qui a marqué l'histoire du football dans les années 60 avec l'Inter de Milan où il a remporté avec la formation lombarde 2 sacres de Ligue des Champions de façon consécutive. Heleno Herrera, il est né un 10 avril 1910 à Buenos Aires et il est décédé un 9 novembre 1997 à Venise en Italie. C'est un théoricien de ce football ultra défensif, un football qu'on appelle de football contact, de football restrictif, de football verrouillé. Il a théorisé ce football qu'on appelle le catenaccio et il a été véritablement, il a influencé véritablement plusieurs entraîneurs, notamment José Mourinho et d'autres encore. Voilà. Alors, 3 Scudetti, 2 Coupes d'Europe, des Coupes intercontinentales, excusez du peu, Henri. Heleno Herrera, c'était un homme, mais aussi une philosophie de jeu. C'était un homme, mais également un théoricien, un concepteur, un philosophe, et bien évidemment, sa manière de jouer sa manière de conceptualiser le jeu, son approche du jeu défensif le démontre à suffisance. Heleno Herrera, il faut savoir que quand il a pris les rênes de cette formation de l'Inter de Milan en 1960, il avait d'abord commencé par un football offensif avec un 4-4-2 ouvert, beaucoup de jeux au sol, beaucoup de construction, beaucoup de temps pour l'élaboration du jeu pour pouvoir progresser dans le jeu. Mais il s'est rendu compte que son équipe était tellement déséquilibrée qu'elle encaissait énormément. Donc il s'est rebiffé et il a trouvé la formule magique qu'est un football défensif, qu'est le catenaccio, une équipe qu'il a décidé finalement d'aligner en 3-5-2 avec des principes directeurs clairs, à savoir un bloc compact, la compacité du bloc, un bloc hermétique où on ferme les espaces, les couloirs de passe, où on ferme les zones de passe pour l'adversaire, et sur le plan offensif, on applique un jeu direct. Avec 3 passes, on se retrouvait dans la moitié du terrain adverse. On se retrouvait pratiquement dans les 20 mètres de l'adversaire et on le punissait quand il faisait des erreurs. Et voilà un peu la manière dont Heleno Herrera avait conceptualisé ce football verrouillé. Oui, vous l'avez dit, un 3-5-2 dans lequel il fallait pas plus de 3 passes avant de rentrer dans la surface adverse. Alors, mais également avec un jeu inouï dans ce système. Absolument, avec une vitesse de jeu inouïe dans ce système. Il demandait clairement à ses joueurs d'aller très vite à la récupération du ballon, d'enchaîner à une vitesse exponentielle les transmissions, pouvoir profiter de la désorganisation de l'adversaire et pouvoir le punir. Comme on le voit à l'image, ça allait très vite à une touche avec du jeu rapide au sol, beaucoup de vivacité, surtout l'utilisation des côtés, on va en reparler, et avec un attaquant, un renard de surface qui est Piero, qui était très clinique, très efficace, très chirurgical dans les 16 mètres 50 adverses. Cette formation de l'Inter Milan ne marquait pas assez de buts, mais était tellement efficace et clinique et qu'elle faisait beaucoup de mal à ses adversaires. Exactement, beaucoup de mal à l'adversaire, justement. Mais aussi, la particularité de ce système, c'est la présence d'un homme dans la défense qui n'est pas vraiment axial, qui n'est pas vraiment latéral, mais un libéro, comme on l'appelle. Ah ouais, quand on parle d'Heleno Herrera comme un théoricien du catenaccio, comme un concepteur, celui-là même qui a systématisé ce système, ce n'est pas pour rien. Il y a des faits, les faits parlent pour lui, parce que quand il a pris les rênes de cette formation de l'Inter qu'il a dirigé de 60 à 68, Heleno Herrera a décidé de replacer un latéral gauche qui est arrivé pratiquement à la même époque que lui, Armando Pitti, l'Italien, et de le repositionner dans l'axe de la défense, c'est-à-dire entre les 2 défenseurs centraux habituels, Guarneri et Breaviuc, bien évidemment. Il a décidé de placer Armando Pitti
entre ces deux défenseurs-là. Et Armando Pitti avait deux consignes, c'est-à-dire se positionner par rapport au ballon et par rapport à son but, c'est-à-dire qu'il y a une distance d'intervention qu'il respectait entre, bien évidemment, ces deux compères de la défense, Armando Pitti, qui est le dorsal 5 sur l'image, et bien évidemment, il se repositionne à chaque fois pour pouvoir couvrir les erreurs de ses coéquipiers quand, par exemple, le dorsal 4 est éliminé ou le dorsal 13 est éliminé par un dribble ou par une passe. Lui, il était là pour pouvoir couvrir, pouvoir colmater les brèches et corriger les erreurs, les manquements de ses coéquipiers en défense qui protégeaient énormément le gardien de l'Inter de Milan. C'était un joueur très intelligent tactiquement qui alliait puissance et lecture de jeu et surtout fiabilité technique. C'était pas une grosse qualité, il n'était pas d'une qualité technique au-dessus de la moyenne, mais ça suffisait pour pouvoir ressortir proprement les ballons et pouvoir sauver, c'est-à-dire pouvoir contrecarrer les assauts des adversaires. Exactement, avec la complicité de Dr Yves à la régie, si vous le permettez. L'intensité est à la fois dans le pressing et aussi dans le marquage, avec des tacles, des marquages comme on le dit à la culotte. C'est aussi ça la grande innovation. Herrera. Exactement, Heleno Herrera, il n'avait Dieu que pour le marquage individuel, c'est-à-dire le 1 contre 1, avec des consignes claires qu'il donnait à ses joueurs, notamment essayer d'enfermer l'adversaire, ne pas lui laisser une seule seconde de pouvoir réceptionner le ballon, beaucoup d'intensité, d'agressivité, de tacle et surtout de rythme dans le jeu pour pouvoir empêcher l'adversaire de pouvoir jouer dans un confort. Il demandait à ses joueurs de faire les efforts les uns pour les autres avec un bloc très compact, un bloc rigide, un bloc rugueux qui faisait de la misère aux équipes adverses parce que il y avait une telle solidarité dans cette équipe, beaucoup de pressing intense et surtout quand il décide de laisser le ballon à l'adversaire, de se repositionner en bloc bas dans le moitié de terrain adverse, c'était quasiment compliqué pour l'adversaire de contourner le bloc parce qu'il y avait une telle agressivité dans les tacles, dans les prises de décision de ces joueurs de l'Inter de Milan que les adversaires leur animation offensive était quasiment vouée à l'échec. La preuve, l'Inter de Milan, dans pratiquement au cours du magistère d'Heleno Herrera au sein de cette équipe pendant 8 ans, l'Inter n'a encaissé en moyenne par saison, en moyenne qu'un but par match. Donc c'était quasiment voilà des statistiques qui reflètent clairement la rigosité, c'est-à-dire cette défense hermétique compacte, la compacité du bloc de cette formation de l'Inter de Milan qui a réussi à s'adjuger 2 Ligues des Champions en jouant ainsi. Oui, l'Inter de Milan, c'est un football restrictif, mais je le disais tantôt, c'est également l'efficacité. Quand il marquait un but, c'était compliqué de pouvoir revenir au score parce que les consignes d'Heleno Herrera étaient telles que les joueurs étaient très disciplinés tactiquement et ne laissaient pas l'adversaire s'infiltrer dans la défense. Dans cette forteresse presque imprenable qu'est la défense de l'Inter de Milan, les latéraux jouent un rôle très important dans ce système parce qu'ils sont sollicités dans les contre-offensives et aussi, surtout en défense, quand il va falloir défendre. Alors, le rôle des latéraux est quasiment non négligeable dans ce système. Absolument, le rôle des latéraux est quasiment non négligeable dans ce système, notamment des joueurs comme Fassé ici. Latéral gauche et Mazzola avait un rôle prépondérant dans ce dispositif d'Heleno Herrera. Oui, on parle du football restrictif et non du football expansif, c'est-à-dire que pour Heleno Herrera, les libertés individuelles sont proscrites. Bien évidemment, il détestait les dribbles, mais il demandait à ses latéraux de monter très haut, d'être efficace, d'amener beaucoup de sang dans la surface de réparation, de prendre leur couloir, de faire des roches solitaires pour pouvoir amener du danger devant. Alors, l'apogée de ce système, vous le situez où, pardon, Henri, et c'est quoi? C'est le couronnement en Coupe continentale ou en Ligue des Champions? C'est quoi l'apogée de ce système? Oui, l'apogée de ce système, c'est cette finale du 28 mai 1964. Première finale remportée par l'Inter de Milan en Ligue des Champions face à cette formation du Real Madrid 3-1. C'était à l'apogée du système parce que le Real Madrid était un mastodonte du football européen, l'un des mastodontes du football européen à l'époque,
comme elle est toujours d'ailleurs actuellement cette formation des Merengues, mais l'Inter de Milan, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'application, surtout beaucoup de dynamisme et de détermination, a réussi à dompter le Grand Real grâce à la philosophie de jeu, grâce au logiciel Tati Delano Herrera, le 3-5-2, et ce système basé sur une défense hermétique et compacte. Ils ont su quand même ravir la vedette à cette formation du Real Madrid en la battant 3-1 en finale. Que vous inspire l'Inter de 2010? Parce qu'on va évoquer un coach que j'avais évoqué en début d'émission, José Mourinho. Inter de Milan, triplé en 2010, exceptionnel. La tactique est en marche. La tactique est en marche. José Mourinho, il faut d'abord rappeler son histoire. Lui, il a été un disciple d'un certain pas Marco Van Basten, Luis Van Gaal, l'ancien entraîneur du FC Barcelone. José Mourinho a été l'un de ses adjoints dans les années 90, mais il s'est inspiré beaucoup plus d'Eleno Herrera dans sa façon de demander à ses joueurs de défendre, notamment quand il était au FC Porto, où il a remporté la Ligue Europa en 2003, où il a remporté également la Ligue des Champions en 2004 avec des joueurs comme Deco, Maniche et Benit McCarthy, le Sud-Africain, Nuno Valente et Ricardo Carvalho. Exactement. Cette équipe du FC Porto n'était pas une équipe flamboyante, ne produisait pas un jeu tourné vers l'avant, un jeu léché, mais beaucoup plus un football dynamique et un football de restriction qui privait l'adversaire c'est-à-dire de résultats, parce que ils étaient tellement bien en place, bien solides, le bloc bien structuré, bien compact, bien cohérent et consistant, que quand ils avaient des occasions, notamment à travers Benit McCarthy ou Deco, ils marquaient des buts. Il a répété la même chose avec l'Inter de Milan quand il a pris cette formation, et lors de la saison 2010, comme vous le disiez, il a réussi un triplé historique parce que justement l'Inter de Milan de 2010 était une équipe solide tactiquement, bien en place, bien organisée, bien structurée, avec des joueurs comme Samuel Eto'o qui ont joué justement, qui ont été repositionnés en tant que latéral gauche lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions cette saison face au FC Barcelone, et grâce à cette stratégie, José Mourinho a réussi à remporter le 3e sacre européen pour l'Inter de Milan face au Bayern Munich en 2-0 lors d'un soir de mai 2010. Même si celui-ci que je vais évoquer, cette personne que je vais évoquer n'a pas remporté la Ligue des Champions, il a quand même joué 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans, et Diego Simeone, exceptionnel avec l'Atlético, mais il a parfois péché en finale. C'est aussi ça la limite de ce système. Oui, c'est aussi ça, les carences, les atermoiements, les largesses de ce système restrictif d'un football verrouillé, d'un football purement défensif. Oui, ça peut marcher à plusieurs reprises, mais quelquefois ce football-là peut nous faire comprendre que véritablement il y a des limites, et justement comme tu l'as dit, l'Atlético Madrid de Diego Simeone, c'est une solide équipe. Oui, depuis avant Diego Simeone, l'Atlético Madrid avait du mal à se qualifier pour la Ligue des Champions. Depuis qu'il est là, ça fait pratiquement plus de 10 ans. L'Atlético Madrid s'est retrouvé chaque année pratiquement en Ligue des Champions. Ils ont joué 2 finales, perdu face au Real Madrid, mais bien évidemment ce football prôné par Diego Simeone, qui est également un disciple d'Eleno Herrera, revêt des limites. La preuve, parfois quand leur individualité ne sont pas en forme, ils n'arrivent pas à concrétiser leur situation, leur domination. La meilleure façon de gagner une Ligue des Champions, c'est d'avoir une bonne défense. C'est Mourinho qui le disait un soir après une victoire d'un match de Ligue des Champions, qui a dit ça. La meilleure façon de gagner une Ligue des Champions, c'est d'avoir une bonne défense. Oui, c'est toujours d'actualité, je pense. Le football est un jeu basé, c'est un jeu cartésien. C'est-à-dire, c'est basé sur la rationalité, et tous les ingrédients doivent être mis en œuvre pour pouvoir faire mal à l'adversaire. Et au nombre de ces ingrédients, là, on peut parler de l'animation défensive. L'animation défensive qui ne doit pas seulement concerner que les défenseurs centraux, ni que les défenseurs latéraux. Non, ça doit concerner pratiquement toute l'équipe dans la manière de défendre, dans le jeu sans ballon, dans le repositionnement quand l'équipe n'a pas le ballon, dans le pressing impulsé par les joueurs à vocation offensive, dans leur capacité à pouvoir se replacer dans le bloc. Équipe
quand leur équipe n'a pas le ballon, parler un peu les petits détails sur lesquels, voilà, si une équipe veut remporter des sacres, les petits détails à ne pas négliger. L'animation défensive, elle est importante, mais également l'animation offensive qui est prépondérante. Et tout ça là, mis l'un dans l'autre, peut permettre à une équipe de rayonner, de faire preuve d'une hégémonie assez notable dans la sphère du football. Tout à fait. Alors, dans le Gotha des entraîneurs du monde entier aujourd'hui, qui représente le mieux Herrera? Je parlerai beaucoup plus de José Mourinho, bien évidemment. Il n'est plus à la page, si on peut le dire. Même s'il n'est plus à la page, il va rebondir. Oui, c'est vrai qu'il a eu une triste fin avec l'AS Rome où il a été limogé, licencié récemment, mais reste avec son passage à Chelsea notamment, l'un des grands entraîneurs du football mondial, du football moderne. Et je pense qu'il incarne de par sa communication, son body language, son expression corporelle, de par ses convictions philosophiques pour le football, de par sa capacité à pouvoir rentrer dans la tête de ses joueurs, il incarne véritablement Eleno Herrera. Une question habituelle, la dernière peut-être dans cette émission. Dis-nous, Henri, où se situe exactement Eleno Herrera dans le panthéon des très grands coachs du monde? Je pense qu'il se situe dans le Gotha des très grands entraîneurs du football mondial. Il n'est pas très loin de Rinus Michels, qui prend son compte-pied, carrément. Eleno Herrera, c'est le football ultra défensif. Rinus Michels, c'est le football offensif. Arrigo Sacchi également, c'est le football offensif. Je pense qu'il est classé, qu'il est logé à cette enseigne-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas très loin d'Arrigo Sacchi et de Rinus Michels, qui sont également d'autres grands théoriciens du football mondial. C'est déjà la fin de cette émission, Henri. Merci d'être passé. C'est moi. Voilà qui met un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Niveau d'Info.